J'ai invité aujourd'hui Jean-François Dehecq, le vice-président du Conseil national de l'industrie, le CNI, souvent présenté comme le parlement de la cause de l'industrie, dans un pays où elle ne représente plus que 12% du PIB et qui a perdu près de 2 millions d'emplois en 30 ans, alors que le gouvernement vient de dévoiler ses priorités à travers une trentaine de projets censés relancer à terme l'activité industrielle. Bonjour Jean-François Dehecq. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de Xerfi Canal. Je précise que vous êtes aussi président d'honneur de Sanofi. Alors François Hollande et Arnaud Montebourg, ces derniers temps, qui ont donc dévoilé une trentaine de grands projets industriels dans 3 domaines clés, la transition énergétique, la santé et le numérique. Alors, question posée au vice-président du CNI, que faut-il en penser? Est-ce le plan de la dernière chance ou pas, comme le titrait le journal La Tribune? Moi, je crois pas. Je crois qu'au contraire, c'est plutôt le plan de la première chance depuis 30 ans ou 40 ans. Moi, vraiment, mes discussions et ma défense de l'industrie, j'étais grouillot, j'étais un petit gamin. C'était le grand De Gaulle qui présidait avec de l'ouvrier, etc. Et on parlait que d'industrie. J'ai continué à voir ça à travers Pompidou. Oui. Si je réfléchis bien, je l'ai vu un petit peu du temps de Chevènement, mais ça n'a pas duré longtemps parce qu'il n'est pas resté longtemps ministre. Puis après, on n'a plus jamais parlé d'industrie. On recommence à parler d'industrie à l'arrivée de Sarkozy. Au moment où, effectivement, on crée les états généraux de l'industrie en liaison entre les pouvoirs publics, en l'occurrence le président, et les partenaires sociaux qui reconnaissent que faut qu'on se mette à parler ensemble et qu'on reparle d'industrie parce que là, autrement, il n'y aura plus de dernière chance. Et tout ça, c'est l'aboutissement de 5 ans. Et il y a ce qu'on voit aujourd'hui, ces projets qui sont simplement une partie de la politique industrielle que voudraient mettre en place les pouvoirs publics. C'est l'aboutissement de 4-5 ans de travail. Avec quand même entre 2000 et 5000 personnes qui ont travaillé. Bon, alors, vous citez Jean-François Dehecq, donc De Gaulle, et puis Pompidou. C'est vrai que ça a été beaucoup placé quelque part sous le signe du retour du pompidoulisme. Est-ce que c'est le retour de l'État stratège? C'est le retour de la politique industrielle? Si on dit retour de l'État stratège, parce que quand même tout ce monde-là, ça use, c'est l'argent du contribuable. Ce qu'on appelle l'argent de l'État, c'est quand même l'argent du contribuable. Ce qu'on appelle le crédit d'impôt recherche, c'est encore l'argent du contribuable qui va financer en partie la recherche des grandes entreprises qui se disent complètement privées et qui ne veulent pas entendre parler du contribuable. Tout ça, il faut quand même mettre un petit peu les choses en place. Oui, il faut qu'un État, il ait quand même un minimum de réflexion stratégique sur l'industrie, ne serait-ce que pour ne pas freiner. Avec des réglementations, avec des tas de choses. Et Dieu sait s'il y a l'État plus l'Europe, plus le monde derrière, qui en ajoute beaucoup. Donc oui, qu'une réflexion ait lieu sur les grandes orientations, essayer d'éclairer ensemble, rassembler, parce que les États généraux, c'est quoi? C'est dire, on va pas faire de l'industrie, on va pas faire vivre ce pays avec des dialogues entre les patrons, les syndicats, des dialogues entre les patrons, l'État, etc. Non, on met tout le monde autour de la table et puis on se met à parler de ce qu'on peut faire. Alors, on arrive à des consensus. Pas forcément des consensus, mais en tout cas des convergences très fortes qui permettent d'écrire des papiers, des avis au gouvernement. C'est notre travail. Alors, je le disais, il y a une trentaine de projets, mais alors certains sont déjà bien avancés. Est-ce qu'il faut de nouveau remettre l'État au centre du dispositif pour la voiture à 2 litres, le TGV du futur dans 5 ans? Est-ce qu'Alstom n'est pas capable aujourd'hui de faire le TGV, de le faire évoluer seul face à la concurrence, sans forcément le dispositif de l'État? Qu'est-ce qu'on constate depuis les années où on regarde, je vous dis, avec les gens qui sont dans le coup, c'est-à-dire avec les gens du terrain, avec les gens qui sont en province, etc. C'est pas à Paris, dans les ministères, qu'on voit ce qui se passe quand même. Ça se saurait. On constate qu'il y a beaucoup d'innovation en France. Il y a plein de gars qui inventent des trucs et ça va jamais au bout. Ça va jamais au bout, c'est racheté très vite et développé à l'étranger. Donc là, qu'est-ce que peut faire l'État? Il va pas se mettre. Il est pas acheteur de ces projets. Quand on prend le nucléaire, quand on prend ce qui s'est passé, le TGV, l'Airbus, etc., tout ça, il y a eu lancé, l'État était partie prenante majeure d'un bout à l'autre de la chaîne. Là, c'est complètement différent. Il s'agit de faire en sorte qu'on rassemble un peu les gens, que les moyens de l'État, qui sont quand même considérables, les centres de recherche de l'État, tous les centres techniques, l'éducation nationale qui a besoin de s'orienter et d'orienter les gens. On ne peut pas passer son temps à pleurer filière par filière, qu'on n'a pas les gens dont on aurait besoin pour faire avancer la filière, parce que la formation ne correspond absolument pas aux besoins, en tout cas du monde de l'industrie.
Bon, tout ça, il y a plein de choses que l'État doit faire qui n'ont rien, strictement rien à voir avec des grands plans. On ne va pas replanifier les choses. C'est presque du colbertisme intelligent, comme dirait notre ministre du redressement productif. Pas très bien ce que dire le colbertisme intelligent, mais enfin, ça veut quand même dire que l'État essaie de mettre son mot, et d'aider. Arnaud Montebourg, puisque vous le citez, évoquait les pixels de la France nouvelle. Est-ce qu'on est, je vous interromps, mais est-ce qu'on est dans finalement un certain nombre de projets qu'on accompagne aujourd'hui dans les révolutions, ou est-ce qu'on est vraiment dans des projets du futurisme en quelque sorte? Bon, alors vous savez qu'il y a une étape après, ce qui est 2025, le travail qui est fait par Anne Lauvergeon avec une équipe, sur l'innovation, la grande projection, les grandes ruptures. Là, ce ne sont pas des ruptures, c'est le choix d'un certain nombre de projets dans lesquels la France a des atouts, a déjà démontré des atouts. Quand on parle de l'avion solaire, il va peut-être voler, normalement il devrait voler à la fin de l'année quand même. On n'est pas en train de rêver. Bon. Et donc, essayer de développer ces endroits-là où il y avait des atouts. Alors après, ces projets, il y en a qui vont marcher, il y en a qui ne vont pas marcher. On va essayer dans un comité de pilotage de suivre ça comme il faut. Et surtout de faire attention que ces projets ne soient pas encore une fois des projets dans lesquels l'État finance de la recherche qui ensuite va aller créer des emplois à l'étranger parce que les industriels ne vont pas créer des emplois en France. Pour moi, alors là, la bataille sur l'emploi me paraît un problème majeur. Bon, et puis il y en aura d'autres, et il y en aura d'autres qui viendront, qui n'ont pas été retenus encore. Jean-François Dehecq, hier il y avait un petit patron de PME qui réagissait donc à ce plan, ces 34 filières en quelque sorte, qui seront privilégiées, les priorités de demain. Et il disait, mais seulement il y en a très très peu qui visent les outils et les technologies de production. Et lui disait, le problème de la France, c'est sa productivité, et que là on ne répond pas à la question de la productivité. Oui, alors là c'est tout à fait d'accord. Ces projets d'hier, c'est un petit bout. Ça n'exonère absolument pas de travailler sur la compétitivité de l'industrie française, sa productivité, sa qualité, parce qu'il faut qu'on affirme et qu'on fasse très attention à la qualité. Puis il faut aussi le financer. Parce que vous savez, le problème, s'il n'y a pas de financement derrière tout ça, et notamment sur toutes les grappes de petites PME, les grappes de sous-traitants, etc., les grandes entreprises n'ont pas tellement besoin d'être financées. Elles trouvent de l'argent à quelques pourcents quand les autres sont à quelques dizaines. Mais ça, c'est l'organisation de filières. Et d'ailleurs, le Conseil national que vous présidez est en train d'élaborer ces filières totales. Oui, mais enfin, ça fait pas que l'épargne s'oriente vers l'industrie pour autant. Ça suppose quand même que le monde bancaire fasse un certain nombre de choses, et on est très très loin du compte sur tout ça. Donc il y a plein de choses, mais ce volet-là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, la France innove, puis on rappelle tout ce que la France a innové dans l'histoire, qui ne s'est pas toujours développé en France d'ailleurs, et on dit là, il y a plein d'innovations. Ne les laissons pas mourir, essayons de les pousser et les faire avancer. Et puis, ce n'est pas les grandes ruptures technologiques, il faut aussi les regarder ensuite. Et puis, il faut faire en sorte que, effectivement, on soit capable d'exporter, de produire dans le pays, etc. Et ce n'est pas donc ce qui a été annoncé dans ce grand programme des 34 projets, puisqu'il y en avait 34. D'abord, les 34, il y en aura d'autres sans doute qui viendront et il y en a qui s'effaceront. Mais vous ne croyez pas qu'il y a un effet saupoudrage, qu'on essaye de ménager un peu tout le monde? Voilà. J'en voulais 15. Ouais. Bon. Mais quand on en prend 34, si on en réussissait 15, ça serait fabuleux déjà. Non, mais si vous voulez, il y a l'effet d'annonce, et puis après, il faut passer du du causeux au faiseux. Et les faiseux, c'est pas les cabinets de conseil, c'est pas tout ça. C'est les mecs sur le terrain, c'est dans les usines, c'est dans les boîtes à travers la province et pas seulement à travers. Alors, Paris. Vous pensez que ça peut se répercuter rapidement? Vous citiez un cabinet de conseil qui chiffrer les emplois qui pourraient être sauvés ou créés à près de 500 000 sur 10 ans. Vous pensez que c'est crédible? Alors là, moi, vous savez, les cabinets de conseil qui annoncent comment on crée de l'emploi, moi, ça c'est la goutte derrière l'encre. Non. Alors il n'empêche, est-ce que vous pensez que ça peut se mettre... Si on investit, on créera de l'emploi. Mais pour sauver l'emploi et inverser la courbe du chômage, c'est pas avec ces idées-là qu'on... ça, c'est pour... Par contre, ça peut se mettre rapidement en musique? Allez, dans 5 ans, on doit pouvoir voir des choses. Alors, mais il faudra avoir fait des... Parce que pour pouvoir vivre dans 5 ans, il ne faut pas crever dans les années qui viennent. Donc, il y a d'autres choses à faire sur l'industrie qui sont importantes, dont la compétitivité, qui est quelque chose qu'on n'a pas du tout réglé. L'économiste d'obédience libérale, Augustin Landier de l'École d'économie de Toulouse, estime que pour sauver des emplois, il ne faut pas forcément sauver l'industrie. Et il estime que l'industrie n'a pas finalement un effet d'entraînement si fort que ça.
et que notre pays ne doit pas aller dans cette voie parce que ce serait faire du mimétisme sur le modèle allemand. Qu'est-ce que vous en pensez ? Bah écoutez, on a vécu quand même quelques décennies là, avec des gens qui criaient bien fort, il n'y a plus besoin d'usines, il n'y aura plus que des services. Oui, ça rappelle Alcatel. Il faut quand même se dire que les services à quoi ? S'il n'y a plus d'industrie, ça s'appelait service, maintenant ça s'appelle les industries. Hein, on parle de l'industrie de la banque, avant c'était un service. Bon, c'est pas vrai, s'il n'y a pas d'usine, s'il n'y a pas d'industrie, il n'y a pas moyen d'avoir un pays qui tienne debout. Enfin, le grand De Gaulle l'a dit en 58 et a dit qu'il faut relancer le truc. Bon, je pense que ça reste quand même très vrai. Hein. Et les gens du terrain, ils savent bien que quand il n'y a plus d'usine dans leur coin, il n'y a plus tout fout le camp. Hein, et c'est pas les teinturiers, les charcutiers, tout le monde fout le camp, il n'y a plus rien. Donc ils savent bien que s'il n'y a pas des endroits où on peut effectivement créer, parce que créer, c'est créer de la valeur. Où est-ce que vous créez de la valeur ? Est-ce que vous êtes inquiet quand même par la situation actuelle ? Jamais. Les investissements qui seront en baisse de 6% sur 2013, la production industrielle 3 mois consécutifs de baisse constatée en France. Est-ce qu'aujourd'hui on est de nouveau dans un corner ? Écoutez, je pense que justement, en faisant le choix du tout service, sans raisonner, sans se rendre compte que les services, ça partait encore plus vite à l'étranger que le reste. Hein. Maintenant, tout le monde va faire sa comptabilité en Chine, en Malaisie, etc. On emmène toutes les... Bon, je crois que ça a conduit à un trou, et le trou de l'industrie. On se bat depuis 30 ans pour dire l'industrie, attention. Bon, maintenant, on dit l'industrie, ah oui, c'est important. Donc, ça me rend beaucoup d'espoir. Moi, je ne suis pas inquiet. Alors, par contre, je suis inquiet sur la manière dont on va traiter le problème à court terme, parce que oui, on peut toujours penser que relancer, faire de la recherche, l'innovation, tous les discours que tiennent tous les économistes, il faut faire l'innovation de la recherche, mais c'est pas avec ça que les gars, ils vont bouffer demain, quoi. Hein. Demain, ils ont besoin d'avoir du boulot. Là alors, est-ce que le vrai problème, c'est... Sauver l'industrie, je ne sais pas s'il faut la sauver. Donc, ce qui parle de sauver l'industrie, des gens qui, en général, n'ont jamais travaillé dans l'industrie. Donc, ça leur permet de parler, ils ne savent pas s'ils sont coulés ou s'ils n'est pas sauvés. Bon, mais le sujet, il est de voir comment on défend, on crée de l'emploi. Hein. Alors là, il faut faire de la recherche, mais et surtout quand elle est financée par les pouvoirs publics, hein, ou par le contribuable, parce que les pouvoirs publics, le pognon, c'est le contribuable, hein, c'est pas autre chose. Bon, quand le contribuable finance des recherches, il faut quand même que ça se traduise par des emplois créés en France. Parce que financer de la recherche pour que les gars aillent dans des pays faciles, gagner du pognon et le planquer dans les paradis fiscaux, c'est pas le sujet. Est-ce qu'il faut faire de la modération salariale aujourd'hui dans l'industrie ? On le voit là avec PSA, on sait que il y a un décalage en France qui s'est produit entre les efforts de productivité et puis la montée des coûts. Oui, mais bon, attendez, là encore, hein, quand vous parlez, quand vous vivez avec les syndicats, ils sont bien conscients du fait que l'Espagne, elle a baissé de 10% ses salaires, ou 15%, le Portugal, l'Italie, et ça. Nous, pour l'instant, on a fait quand on dit oui, c'est de la modération, de la stabilisation. Les salaires, bon, ce qu'il y a, c'est qu'on ne peut pas dire ça va continuer comme ça éternellement. Donc, il faut bien couper les dépenses. Et c'est tout le jeu, c'est tout le problème. Tant qu'on n'aura pas coupé des dépenses sérieusement, les dépenses inutiles sérieusement dans le pays, ce sera quand même extrêmement difficile de relancer ce pays. Hein. On n'a pas pris les options du Sud. Bon, je pense que c'est pas plus mal d'ailleurs pour les Français, pour l'instant, mais ça va être un petit peu dur. Bien sûr que ça va être un petit peu dur. Mais ça ne rend pas forcément pessimiste. Quand on n'a pas fait ce qu'il fallait, il faut le faire. On va conclure. Est-ce qu'il faut presque essayer de s'engager, je parlais du mimétisme allemand, dans la même voie, mais ça veut dire avec effectivement cette modération salariale consensuelle qui a été massive et très impressionnante dans l'industrie. Si vous voulez, moi j'ai jamais cru qu'on pouvait être sur un modèle allemand ou sur un modèle américain. Hein, parce qu'on est quand même très latin, parce que moi j'ai eu beaucoup de troupes en Allemagne. Bon, vous négociez avec des gars pendant 2 ans, vous n'entendez plus parler de rien, tout le monde est aligné, hein, et puis le contrat dure. Vous ne pouvez pas signer un contrat sur 2 ans, machin. En France, on est des latins, on n'est pas bâtis pareil. Et pour avoir eu du monde dans 180 pays et que j'ai visité dans tous les sens, à chaque fois c'est des problèmes différents, donc il n'y a pas de modèle. Et le seul modèle, c'est qu'il faut se remuer, il faut effectivement développer ses innovations, il faut avoir un peu de courage et se remettre à travailler, il faut faire des produits de qualité qui soient exportables, il faut en avoir envie, il faut donc semer un peu de passion partout où on passe, y compris dans ce pays, et on a besoin d'avoir effectivement des gens passionnés qui amènent les gens à y croire et pas simplement à essayer de se planquer pour sauver la... Bon, ça fait beaucoup de il faut quand même. Vous restez optimiste ? Oui, bien sûr, bien sûr.
Merci d'avoir été avec nous sur Xerfi Canal, Jean-François Dehecq. C'était pire en 1945. Merci à vous tous et puis vous reviendrez nous voir pour nous dire un peu ce qui a avancé. Voilà, Celui-là, je vous le montre quand même. Hein. Voilà. Celui-là, c'est entre les deux tours, là, si je puis dire. C'était la fin de la présidence Sarkozy et pendant la campagne électorale. Bon, ben, les 5000 mecs qui ont travaillé, ils ont écrit un papier, un rapport dans lequel on retrouve plein des choses qui sont là-dedans. Ensemble, réindustrialisons la France pour la croissance et l'emploi. On va parler un peu plus d'emploi et pas seulement de croissance. Eh bien, vous reviendrez dans quelques semaines, dans quelques mois, pour nous dire sur Xerfi Canal comment toutes ces choses se mettent en place. On devrait faire un point sérieux tous les 3 mois. Voilà, eh bien, rendez-vous est pris avec donc, et c'est ça qui est voulu novateur, hein, une coopération au plus haut niveau entre l'État et les grandes industries. Merci Jean-François Dehecq et les partenaires sociaux que vous n'oubliez pas. Merci d'avoir été avec nous sur Xerfi Canal.